Un problème classique que je vois souvent chez les musulmans à haut revenu, c'est qu'ils ont l'impression que leur partenaire ne peut pas changer, ou parfois, plus rarement, ils essayent de changer et faire les choses autrement dans leur situation et leur relation amoureuse, mais ils n'y arrivent pas. Et de mon expérience, la raison pour laquelle ils n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils comprennent pas bien comment l'être humain change et ils n'ont pas vraiment une compréhension de base de comment fonctionne la thérapie. Donc je suis persuadé que si j'arrive à vous montrer comment nous on travaille, comment on arrive à faire changer les gens, vous allez comprendre pourquoi vous y arrivez pas et peut-être que vous allez même réussir à vous-même changer ou changer votre partenaire. Revenons aux bases. Donc là, on va prendre un homme qui s'appelle Samir. Et cet homme, comme tout le monde, veut avoir une bonne vie heureuse. Et je vais pas développer ce point-là, mais sachez que tout le monde veut une bonne vie heureuse. Je pense que c'est au moins la seule chose sur laquelle on peut être d'accord. Tout le monde cherche à mener une bonne vie, une vie heureuse. Et au fond, souhaite avoir une vie bonne et heureuse. Et bien sûr, sur la route de la vie bonne et heureuse, il y a quelques destinations nécessaires. Donc ça peut être une bonne relation amoureuse, ça peut être la stabilité financière, ça peut être autre chose. C'est pas exhaustif, j'ai mis quelques exemples, peut-être que ça serait différent pour d'autres personnes, mais globalement, voilà, la plupart des études montrent que l'un des plus grands critères qui prédit le bonheur de manière générale, c'est la qualité de la relation intime et amoureuse. Donc, ça serait sûrement pour 99% des gens une destination importante. L'important, c'est que vous comprenez que Samir, pour pouvoir arriver à avoir cette bonne vie heureuse, il doit passer par des étapes. Et donc, Samir, il veut cette bonne vie heureuse, mais pour avoir cette bonne vie heureuse, il a besoin d'autre chose. Il a besoin, premièrement, d'avoir une carte, donc il doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire et où aller. Et ça, c'est un problème extrêmement important. C'est pas du tout un problème à minimiser parce que c'est bien de vouloir une vie bonne et heureuse, mais il faut savoir quoi faire. Il faut savoir où aller. Il faut savoir comment l'avoir. Et donc ça, c'est un problème de connaissance. Et en général, ce problème de connaissance, il est répondu par des coachs ou des consultants. C'est ça leur rôle premier. C'est de combler ce gap, ce manque de connaissance chez Samir qui ne sait pas comment faire pour avoir une vie bonne et heureuse. Mais également, Samir, pour pouvoir arriver à cette vie bonne et heureuse, il a besoin de faire le trajet. Et ça aussi, c'est un très très gros problème. Et moi, ce que je remarque et ce que je pense, c'est que même si c'est vrai que euh, le fait d'avoir 100% des connaissances nécessaires pour avoir une bonne vie heureuse, c'est un problème. La plupart du temps, les gens, ils ont quand même une idée de base, ils ont une idée basique de qu'est-ce qui doit être fait pour avoir une vie heureuse, de qu'est-ce que c'est qu'un bon lifestyle, de qu'est-ce que c'est qu'un lifestyle sain. Ils ont une petite idée quand même. Et donc, on peut pas dire que c'est uniquement un problème de connaissance. On va dire peut-être, admettons qu'ils connaissent 20% de ce qu'il y a à savoir, et ben même ces 20%-là, ils les mettent pas en application dans leur vie. Et donc souvent, il y a une vraie difficulté juste de faire le trajet en fait. C'est pas juste ne pas savoir quoi faire. Il y a ce problème de pas savoir quoi faire, mais il y a aussi le problème de savoir faire le trajet. Et donc ce qui se passe chez Samir, c'est que quand lui il veut faire le trajet, ben, en général il a des blocages. Et ces blocages, ils peuvent être externes, mais très souvent, ces blocages, ils sont internes. Il y a des blocages internes chez Samir qui empêchent à Samir de faire le chemin nécessaire pour avoir une bonne vie heureuse. Et donc, et par extension, faire le chemin nécessaire pour avoir une relation amoureuse. Peut-être que ça va être le chemin nécessaire pour avoir une stabilité financière ou autre. Et donc, ces blocages internes, souvent, ils se présentent, ou souvent tout le temps. Moi, ce que je dis, c'est que tout le temps, ils se présentent de cette manière-là. Je l'ai laissé en anglais ici, mais je vais le traduire. Ça va être soit des actions automatiques maladaptives, soit des cognitions automatiques maladaptives, soit des émotions automatiques maladaptives, soit des motivations automatiques maladaptives. Il n'y a pas une cinquième catégorie. Je vais expliquer tout de suite. Alors ici, je parle d'action, je ne parle pas de comportement. Même si souvent, en psychologie, les gens m'ont parlé de comportement, je trouve que c'est un terme un peu grossier qui doit être changé parce que pour moi, c'est pas clair que le comportement, il est uniquement dans l'action. Tu peux avoir des comportements cognitifs, donc des comportements de pensée, des comportements de croyance. Tu peux avoir des comportements émotionnels aussi. Donc c'est pas clair pour moi que le mot comportement il soit adapté ici. Traditionnellement, ils mettent plus comportement ici, comportement, cognition, émotion. Moi, je mets plus action, je trouve ça plus juste. Et donc les comportementalistes, les spécialistes de ce sujet-là, en général, divisent les actions
en plusieurs trucs. Des fois, tu as des problèmes de compétences. Ça veut dire qu'en fait, Samir, il essaye de faire la chose, mais il n'y arrive pas. C'est inadéquat. Il n'arrive pas à le faire comme il doit le faire. Des fois, c'est des problèmes d'habitude, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à le faire au quotidien, ce qui doit être fait. Donc, c'est un problème d'être capable de répéter l'action de manière quotidienne. En ce qui concerne les cognitions, les experts en thérapie cognitive, ils distinguent ça en plein de catégories. En général, les grosses catégories qui reviennent, c'est les pensées. D'ailleurs, elles peuvent être divisées en deux aussi, pensée immédiate, pensée et pensée intermédiaire. Mais on va pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui. Les croyances, qui sont des principes plus profonds qu'on prend pour représentatifs de la réalité, des standards, des attentes. Des fois, on parle de schéma aussi. Donc, il y a plusieurs choses qui vont composer la cognition de la personne. Ici, en ce qui concerne les émotions, je ne vais pas trop développer parce que c'est complexe, même si ma spécialité, c'est le travail justement avec les émotions. Ce qui est suffisant, c'est de dire qu'il y a une distinction qui est souvent faite entre émotion et motivation. Pendant longtemps, j'ai pas trop aimé cette distinction. Je l'ai même pas utilisée pendant longtemps et je suis même pas encore convaincu de l'utiliser. Mais d'un point de vue neuroscientifique, c'est exact. Donc c'est pour ça que je l'ai mis ici. Les émotions, en général, ils ont un circuit dans le cerveau qui est différent que le circuit de la motivation. C'est pour ça que c'est distingué et du coup, on parle d'état émotionnel et d'état motivationnel. On fait la distinction entre les deux en psychologie, généralement. Et donc, ici, Samir, il a des actions, cognition, émotion, motivation qui sont automatiques. On va revenir sur ce point-là. Automatique, c'est important. Et surtout, qui sont maladaptifs. Maladaptif, ça veut dire quoi? Maladaptif, ça veut dire qu'ils sont inutiles ou qu'ils sont dangereux, nuisibles pour la personne. Et ce que ça implique souvent, maladaptif, c'est que ça a pu être utile ou fonctionnel à un moment donné dans la vie de la personne. Donc c'est pas là pour rien, ça a pu avoir une utilité, mais dans la vie de Samir aujourd'hui, ça n'a plus forcément d'utilité. Et donc souvent les psychologues ils font la distinction entre fonctionnel et maladaptif. Ce qui est fonctionnel, c'est ce qui sert une fonction. Donc tu peux avoir des actions, cognition, émotion, motivation qui sont fonctionnelles parce qu'elles servent une fonction. Par exemple, une fonction de défense, elle sert à te protéger. Ou alors elle servait une fonction, c'est-à-dire que toi, t'as pris ce truc-là à un moment donné où ça t'a été utile dans ta vie. Peut-être que tu étais seul, isolé, peut-être que tu étais dans un comportement toxique ou nuisible. Un environnement toxique ou nuisible. Mais aujourd'hui, c'est maladaptif, c'est-à-dire que ça te permet plus de vivre la vie que tu veux mener. Donc c'est nuisible ou inutile pour toi. Et en fait, le rôle du thérapeute, c'est toujours la même chose. Nous, on va faire une thérapie. Quand on fait une thérapie, on va supprimer ces actions, cognition, émotion, motivation qui sont maladaptifs et automatiques. Automatique, encore une fois, c'est très important. Ça veut dire que c'est pas contrôlé. Samir les fait de manière non contrôlée pour créer de nouvelles actions, cognition, émotion, motivation, les remplacer par des actions, cognition, émotion, motivation qui sont automatiques aussi et qui, cette fois-ci, sont adaptives. C'est-à-dire qu'elles permettent au client de vivre la vie qu'il veut mener. Et j'insiste sur l'automatique ici. Pourquoi? Parce que, à mon sens, la thérapie de qualité, c'est pas terminé tant que le nouveau comportement, donc l'action, la cognition, l'émotion, la motivation que tu veux créer chez la personne ne devient pas automatique. Donc parfois, les thérapeutes bon marché vont faire un travail entre les deux. Et en fait, pour moi, le travail thérapeutique, il n'est pas terminé. Il est terminé à partir du moment où tu as supprimé totalement ces choses maladaptives chez la personne et que tu les as remplacées par de nouvelles choses qui sont adaptives et qui sont automatiques aussi. C'est-à-dire que la personne, elle n'a plus besoin d'efforts ou d'y penser, ou elle n'a plus besoin d'avoir une grande motivation pour mettre en place ces choses-là dans sa vie. Donc pour ça, tu as besoin d'un thérapeute. Donc là, on voit la distinction entre le thérapeute, le coach et le consultant. Le travail du thérapeute, c'est ça. C'est toujours de supprimer des choses qui sont automatiques et maladaptives chez le client pour le remplacer par des nouvelles choses qui sont adaptives chez le client. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, la ligne et la démarcation entre thérapeute, coach, consultant, elle est un peu floue. Et ça, c'est lié à plusieurs raisons. La première des raisons, c'est qu'il y a plusieurs coachs et consultants qui sont aussi des thérapeutes. C'est-à-dire que des fois, en fait, ils font un peu un mix dans leur pratique. Une autre raison, c'est qu'il y a aussi beaucoup de coachs et consultants qui ont emprunté des choses à la thérapie.
Et en ce qui concerne les thérapeutes, c'est évidemment parce que le thérapeute, il a aussi besoin de répondre à cette question avec le client. Qu'est-ce qu'il doit faire, où est-ce qu'il doit aller pour avoir une bonne vie. Donc, des fois, cette ligne, elle est un petit peu floue entre le thérapeute et le coach et le consultant. En ce qui concerne le coach et le consultant, selon ma compréhension, le coach, c'est plutôt quelqu'un qui va faire un suivi répété à long terme. Le consultant, c'est plus quelqu'un qui va intervenir de temps en temps. Mais même là, en général, en fait, ces termes-là, personne ne les respecte, tout le monde les utilise à leur sauce. Et donc, on va parler un petit peu plus de ce travail thérapeutique. Samir veut avoir une bonne vie, mais Samir a des blocages. Il a des choses qui sont maladaptives et automatiques chez lui qui l'empêchent de faire le chemin. Et donc, il a besoin d'une thérapie. Et donc, arrêtons-nous sur ce truc-là d'automatique. Pourquoi est-ce que c'est automatique chez Samir? Pourquoi est-ce que Samir fait ces choses-là de manière automatique, non contrôlée? Et donc la raison, elle est très simple, c'est que ces choses-là sont câblées dans son système nerveux. Donc ces actions maladaptives, ces cognitions maladaptives, ces émotions maladaptives ou ces motivations maladaptives sont câblées dans le système nerveux de Samir, ce qui fait que ça se fait automatiquement de manière non contrôlée par Samir et Samir n'arrive plus à reprendre le contrôle. Donc c'est automatique. Par conséquent, le rôle du thérapeute, ça va toujours être de recâbler le système nerveux du client en utilisant ce qu'on appelle la neuroplasticité. On appelle ça aussi la potentiation à long terme. En anglais, c'est LTP, Long Term Potentiation. Alors, là, encore une fois, c'est une définition générale de la thérapie. Il n'y a pas de thérapie s'il n'y a pas un travail de recablage du système nerveux. Si le thérapeute ne fait pas ça, c'est que c'est pas un thérapeute, ou en tout cas c'est quelqu'un qui ne fait pas de la thérapie. Donc en tout cas il n'est pas en train de faire de la thérapie avec vous. Si c'est un thérapeute, dans sa session, il ne fait pas de la thérapie avec vous. Le rôle du thérapeute, l'objectif du thérapeute, c'est toujours de recabler le système nerveux de son client pour supprimer ses actions, cognitions, émotions, motivations automatiques et maladaptives et les remplacer par des actions, cognitions, émotions, motivations adaptives cette fois-ci. Qu'est-ce que c'est que la neuroplasticité? La définition de la neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau de changer avec l'expérience. Et cette définition, elle est importante. On va revenir un peu plus tard dans la vidéo. Et donc moi, dans ma pratique, pour pouvoir faire ce processus, la question c'est que à quoi ça ressemble dans le concret quand on prend un client, comment est-ce qu'on fait ces changements, et donc pourquoi toi tu n'arrives pas à faire ces changements avec ta femme ou ton mari ou sur toi-même. Et donc je vais te montrer à quoi ça ressemble dans la pratique. Moi dans ma pratique en général, je me pose deux grandes questions. La première question que je me pose c'est le quoi, la seconde question que je me pose c'est le comment. Le quoi, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois changer chez mon client. Ici, qu'est-ce que je dois changer? Je dois changer quoi et par quoi je dois le changer? Et le comment, c'est quel est le processus que je vais utiliser pour faire ce changement. Et le quoi alors? Moi, je le détermine à partir de deux grandes questions. La première question, c'est la question de l'approche. Quelle approche est-ce que je vais utiliser avec mon client? Et ici, il y a trois grandes écoles. Et cette démarcation, elle vient de moi, c'est moi qui vois les choses de cette manière-là. Mais pour moi, c'est 100% correct et je me défie qui que ce soit de revenir sur ça. Je pense que c'est exhaustif. Alors, il y a premièrement les approches que j'appelle action focused. Je garde en anglais parce que focaliser sur les actions, c'est pas très beau. Donc, il y a les approches qui sont action focused, les approches qui sont cognition focused, et il y a les approches qui sont emotion focused. La différence entre ces approches, c'est vraiment une question de focus, c'est-à-dire sur quoi est-ce qu'on va se concentrer. Et en fait, pour te faire comprendre pourquoi c'est une question de focus, et c'est pas vraiment une question de résultat, enfin c'est une question de résultat bien sûr, parce que après ça va influencer le résultat, mais pourquoi je te dis ça à l'instant? En fait, tu vois, ces trucs-là qui sont maladaptifs chez les clients, ces actions, cognitions, émotions, motivations qui sont maladaptives chez la personne, t'as jamais en fait de trouble où t'as pas tous ces trucs-là à la fois. Par exemple, si tu prends des troubles de l'addiction. L'addiction, c'est avant toute chose des motivations qui sont maladaptives. C'est-à-dire que la personne, elle a des motivations au mauvais endroit. Elle est motivée par des choses qui sont inutiles ou nuisibles pour elle. Mais ça ne veut pas dire que chez la personne qui souffre d'addiction, il n'y a pas aussi des émotions maladaptives. Par exemple, ça peut être du remords, qu'il n'y a pas des actions
qui sont maladaptives, bah si, souvent les addicts, ils ont des actions qui sont maladaptives, des actions d'addicts, ou même des pensées qui sont maladaptives. Si on prend par exemple le trouble de l'anxiété, le trouble de l'anxiété, c'est avant tout des émotions maladaptives. L'anxiété, c'est une émotion qui est maladaptive, mais ça n'empêche pas que celui qui souffre d'anxiété, il a aussi souvent des cognitions maladaptives, des pensées qui sont anxieuses et qui sont pas forcément bonnes pour lui, et même des actions qui sont maladaptives, des comportements d'évitement de l'anxiété ou autre. Même chose pour le dépressif. Dépressif, la dépression, c'est un trouble de l'humeur, donc c'est avant tout une émotion maladaptive. Mais chez le dépressif, il y a aussi énormément de cognitions, d'actions, même de motivation maladaptive. Donc il y a toujours un peu de tout ça. Maintenant, la question, c'est on commence par quoi? Et rien ne va. Il y a toujours des problèmes au niveau des actions, des cognitions, de l'émotion, de la motivation. Donc par quoi est-ce qu'on commence notre travail? Et donc là, il y a trois grandes approches. Il y a l'approche action focused qui disent, en gros, commence par changer les actions. En changer les actions, tu vas changer les émotions, la cognition. L'approche cognition focus qui va dire non, concentre-toi sur la cognition, les pensées et les croyances de la personne. Et en faisant cela, tu vas réussir à changer ses actions et ses émotions. Et enfin, il y a l'approche emotion focused qui dit non, concentre-toi d'abord sur les émotions. Et en travaillant sur les émotions, tu vas réussir à changer les actions et la cognition. Et là, tu vas voir qu'en fait, la plupart des grandes méthodes de thérapie, en fait, elles tiennent là-dedans. J'ai aussi gardé les termes anglais parce que je préfère. Mais si on prend par exemple la thérapie comportementale traditionnelle, en fait, c'est action focused. Si on prend la thérapie stratégique, c'est action focused. Si on prend les thérapies focalisées sur les solutions, c'est plutôt action focused. En ce qui concerne les méthodes cognitives, si on prend par exemple la TCC, thérapie cognitive comportementale, c'est plutôt cognition focused. En ce qui concerne la méthode ACT, la thérapie de l'acceptation et de l'engagement, bon là, dans ma pratique, je vois que c'est plus quelque chose de cognition focused. Après, que sais-je, peut-être qu'on pourrait le mettre ailleurs, parce que c'est vrai que c'est des méthodes intégratives, c'est-à-dire qu'elles prennent un peu elles prennent plein d'interventions un peu partout. Par contre, la thérapie narrative, c'est cognition focused, c'est un travail sur la narrative et les sens que dégage la personne de sa propre expérience. Et tout ce qui est psychodynamique, les approches freudiennes, les approches psychanalyse, jungiennes, etc. Tout ça, c'est bien sûr cognition focused. Et tu termines avec emotion focused. Et donc là, toutes les approches humanistes, comme les approches de Carl Rogers ou autres, la gestalt thérapie, l'EFT, l'emotionally focused therapy, la thérapie focalisée sur les émotions, tout ça évidemment c'est dans emotion focused. On travaille d'abord avec l'émotion pour créer le reste du changement. Et donc ici, il y a un grand vainqueur pour moi, c'est emotion focused, et j'expliquerai un peu plus pourquoi dans le reste de cette vidéo. Mais pour moi, le fait de travailler d'abord avec les émotions du client, ça reste toujours la meilleure approche pour une thérapie de qualité. Ensuite, il y a une seconde question que je me pose en ce qui concerne le quoi. Donc, qu'est-ce que je dois changer? Il y a une seconde question que je me pose. Et en fait, pour me poser cette question, j'utilise ce graphique. Donc, sur un des axes, on a l'impact et la vélocité. Qu'est-ce que je veux dire par l'impact et la vélocité? La question, c'est à quel point est-ce que ce changement sera généralisable, aura un impact large dans la vie de la personne. En gros, la question, c'est pour une chose que je change, combien de choses arrivent à changer dans sa vie? C'est ça la question que je pose. Et cette question, elle est évidemment très importante parce que tu veux pas passer des années à changer tout un tas de petits trucs qui n'ont pas d'impact dans la vie de la personne. Là, tu passes du temps, tu fais beaucoup d'efforts pour quelque chose qui n'a pas tellement de sens pour la personne en soi. Et à mon sens, ça serait pas de la thérapie de qualité. Une thérapie de qualité, elle doit se concentrer sur ce qui a de l'impact et de la vélocité. Donc l'idée, c'est que pour un input, on doit avoir énormément d'output. On doit avoir cet effet levier dans les changements qu'on fait. Et ensuite, il y a la question de est-ce que c'est structurel, c'est-à-dire est-ce que c'est des changements profonds chez la personne, ou est-ce que c'est plutôt conjoncturel, est-ce que c'est plutôt en surface? Par là, on veut dire quoi? On veut dire est-ce que c'est plutôt quelque chose qui va être à la fin inconscient, que la personne va faire de manière inconsciente, sans que ça lui demande d'effort ou autre, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose, et sans le remarquer aussi, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui est en surface? Et donc là, ça donne un axe, et évidemment, nous, on travaille toujours ici, on cherche toujours
Moi, dans ma pratique, en tout cas, je cherche toujours ce qui est ici, ce qui est profond et structurel, et ce qui a énormément d'impact dans la vie de la personne. Et à mon sens, bah, c'est ça la plus-value d'un thérapeute de qualité, c'est que lui, il est capable de faire ce travail-là, donc il est capable de faire plus de changements en moins de temps, de manière plus efficace. Et moi, de mon expérience avec les couples musulmans à haut revenu, bah, c'est ce type de choses qu'ils recherchent parce qu'en fait, ils n'ont pas le temps de passer des années à faire des plein de trucs qui vont pas forcément avoir beaucoup d'impact dans leur vie. Donc, c'est à mon sens la différence entre la thérapie de qualité et de la thérapie bon marché. La thérapie de qualité, elle va plutôt se concentrer ici. La thérapie bon marché, elle va plutôt être ici. Je vais te donner un petit exemple pour te montrer concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Si on prend plutôt les approches centrées sur les actions, bah, par exemple, si je prends un client et que je lui enseigne 5 icebreakers, donc 5 phrases type qu'il peut utiliser pour briser la glace avec sa femme, euh, c'est pas très structurel, c'est pas très généralisable, on peut pas l'utiliser dans toutes les circonstances. Est-ce que ça a beaucoup d'impact? Sûrement pas. Si on prend Samir par exemple, Samir il a des problèmes de conflit avec sa femme. Est-ce que connaître 5 phrases type pour briser la glace, ça va avoir beaucoup d'impact pour Samir? Non. Donc c'est plutôt ici. Plutôt, et d'ailleurs, bah, voilà, c'est plutôt ce genre de truc que vous allez trouver en thérapie bon marché. Si maintenant, par exemple, j'entraîne Samir à communiquer autrement, je l'entraîne des principes de communication non violente, et je l'apprends à complimenter son épouse, ça va être plutôt ici. Ça reste pas très structurel, pas très profond, ça reste quelque chose que Samir, probablement, s'il y a beaucoup de stress, il n'arrivera pas à le mettre en pratique, donc ce sera pas forcément quelque chose de très inconscient chez Samir, un changement très inconscient. Est-ce que ça aura de l'impact? Oui, sûrement plus d'impact que ça. Est-ce que ça va révolutionner les choses pour Samir? Probablement pas. Par contre, si je commence à travailler des compétences psychologiques profondes chez Samir, par exemple, je fais de l'entraînement à l'empathie chez Samir, je travaille l'empathie de Samir. Là, par contre, c'est beaucoup plus structurel. C'est des changements beaucoup plus profonds chez Samir. Est-ce que ça a beaucoup plus d'impact? Pour le problème de Samir, oui, ça aura énormément d'impact. Le fait de travailler l'empathie, ça risque de changer beaucoup de choses dans sa vie de couple. Par contre, si j'entraîne Samir à la pensée abstraite aussi, c'est quelque chose de très profond. Donc on est quelque chose qui est bas en termes de structuralité, c'est très structurel. Euh, Par contre, est-ce que ça aura beaucoup d'impact dans la vie de Samir? Probablement pas. En tout cas, pas dans sa relation amoureuse. Parce que la pensée abstraite, ça n'a pas beaucoup d'utilité. Et ça, ce principe, on peut l'utiliser avec les autres approches aussi. Donc, par exemple, sur les approches focalisées sur l'action, sur les cognitions, cognition focused, bah là, en haut, les pensées intrusives, ce sera plutôt quelque chose de pas très structurel, pas quelque chose de très profond. Est-ce que ça aura beaucoup d'impact? Pas énormément. Aller à la limite, je pourrais le mettre un peu plus loin ici, mais ça n'aura pas non plus énormément d'impact. Par contre, travailler sur les croyances de Samir en ce qui concerne les relations amoureuses. Par exemple, imaginons que Samir il a la croyance que si sa femme se met en colère avec lui, c'est qu'il ne le respecte pas. Bah, travailler sur c'est beaucoup plus profond. Ça risque d'avoir beaucoup plus d'influence et de conséquences dans la vie de Samir. Et donc, c'est plutôt ce genre de travail qu'on va faire si on travaille avec la cognition. Et maintenant, comme je vous ai dit, moi je suis plutôt centré sur les émotions. Et là, vous allez comprendre pourquoi. Parce que même quand on fait un travail de surface avec les émotions, ça reste quelque chose de profond. Donc par exemple, si on travaille sur les émotions secondaires, pour comprendre de quoi je parle, j'ai fait une grande vidéo sur le conflit où j'explique qu'est-ce que c'est que des émotions secondaires. Mais par exemple, si je travaille avec la colère de Samir, ou la frustration de Samir, ou les remords de Samir, ça reste quelque chose de très profond. Et ça reste quelque chose qui a quand même pas mal d'impact. Après, bien sûr, je pourrais aller plus profond. Par exemple, je pourrais travailler avec les insécurités profondes chez Samir. Donc là, je pourrais vraiment travailler sur quelque chose d'extrêmement profond sur le plan émotionnel. Et ça serait beaucoup plus structurel que le premier, et ça aurait beaucoup d'impact, beaucoup plus d'impact. Mais voilà, alors de manière générale, travailler avec l'émotion, il se trouve plutôt dans cette partie-là du graphe, il se trouve plutôt en bas à droite, et c'est pour ça que c'est une des raisons pour laquelle les approches centrées sur les émotions, c'est les grandes vainqueurs pour moi. On a expliqué quelles sont les choses qu'il faut regarder pour savoir quoi changer chez le client. Maintenant, la question, c'est comment changer. On revient au principe de base.
Ces choses-là, elles sont câblées dans le système nerveux du client. Donc, il faut utiliser la neuroplasticité, qui est la capacité du cerveau de changer avec l'expérience. Par conséquent, le changement, il va se faire comment? Il va se faire en produisant une nouvelle expérience chez le client. Bien sûr, ça ne peut pas être n'importe quelle expérience. Il va falloir utiliser des techniques pour produire cette expérience-là qui va permettre à la personne de changer. Donc maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait le changement? Donc, quelle technique on utilise pour faire le changement? Et pour ça, j'utilise deux métriques de manière générale. Je regarde deux métriques. Donc, la première, c'est à quel point est-ce que cette expérience, elle est saine versus à quel point est-ce que cette expérience, elle est traumatique. Et donc ça, c'est très important. Tu peux avoir d'un côté une expérience qui est extrêmement saine, de l'autre une expérience qui est extrêmement traumatique. Sain, ça veut dire que ça va plutôt produire des actions, cognitions, émotions, motivations adaptives chez le client. Et traumatique, ça veut dire que c'est le contraire, ça va créer plus d'actions, d'émotions, de cognitions et de motivations qui sont en fait mal adaptives chez le client. Et donc, de manière générale, ici, en fait, la courbe, elle suit la chose suivante. Elle fait comme ça. Alors là, j'ai pas très bien fait. La courbe, elle fait ça de manière générale. Ça veut dire, plus c'est traumatique, plus en fait, cette expérience, elle va empirer les choses. Et plus cette expérience, elle est saine, plus elle va soigner la personne. Et là, déjà, on voit une erreur que font beaucoup de gens quand ils veulent changer leur partenaire. C'est que très, 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 très souvent, en fait, on est plutôt ici. On est plutôt dans des choses qui sont traumatiques, comme des menaces, comme des insultes, comme de l'évitement, le fait d'éviter son partenaire, comme le fait de faire des remarques passives-agressives. Tout ce genre de choses, c'est plutôt traumatique. Je dis pas, attention, quand je dis traumatique, que c'est forcément ultra traumatique, mais on commence à glisser vers le traumatique dans cette courbe-là. Donc évidemment, ben, ça va faire quoi? Ça va empirer les choses. Pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'on soit du côté sain, pour que ça puisse soigner. Mais attention, c'est pas suffisant, il y a une autre chose qu'il faut prendre en considération ici. Et donc moi, j'utilise cette échelle, j'aime bien cette échelle-là, qui est cette expérience, à quel point est-ce qu'elle est intense. Par intense, je veux dire émotionnellement. Donc, une expérience, plus elle est intense, moins elle a besoin d'être répétée pour changer le système nerveux. Et moins l'expérience elle est intense, plus on a besoin de répétition pour recabler le système nerveux. Et attention, intense, ça peut être intense du côté sain ou intense du côté traumatique. Donc par exemple, la définition d'un trauma, c'est quoi? C'est une expérience traumatique, une expérience négative qui est tellement intense que le système nerveux, il est recablé instantanément. En fait, il est recablé en vivant une seule fois l'expérience. Ça, c'est la définition d'un trauma. Et bien sûr, comme on a dit plus tôt, nous, on veut pas de trucs traumatiques dans la salle de thérapie, parce que le but de la thérapie, c'est de soigner. Et si, en fait, la personne vit un trauma en thérapie, elle empire les choses. Donc, on veut une expérience qui soigne, une expérience saine, pas une expérience traumatique. Mais on veut une expérience saine, intense. Parce que quand l'expérience, elle est saine et intense, elle demande moins de répétitions. Et selon ma vision, bah, c'est à ça que ça ressemble la thérapie de qualité. Le thérapeute de qualité, c'est celui qui est capable de produire en thérapie de session une expérience saine, intense, pour avoir des changements rapides et profonds chez la personne. Et de manière générale, lorsque l'expérience est moins intense, ça demande plus de répétitions, ce qui veut dire plus de temps et plus d'efforts pour le client. Et l'une des raisons pour laquelle je pense que beaucoup de thérapeutes ils vont pas vers ce truc-là, beaucoup de thérapeutes ils vont plutôt vers des expériences qui sont basses en intensité, et en fait ils vont essayer de combler avec des devoirs et autres, etc. C'est souvent pour ça que les thérapies ils échouent. Chez pas mal de thérapeutes bon marché. Déjà, la première explication que moi j'ai, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont incompétents, donc ils comprennent même pas la thérapie avec ce niveau de profondeur, donc ils se rendent pas compte qu'ils ont besoin de créer une expérience intense chez le client pour pouvoir recabler son système nerveux. Et une autre raison, c'est que en fait, ici, ça demande plus de travail au thérapeute, parce que c'est dur de réussir à trouver quelle bonne expérience intense je dois réussir à faire vivre à mon client pour qu'il puisse changer rapidement et
qu'ils puissent changer sans avoir besoin de faire beaucoup de répétitions. C'est dur, c'est un travail difficile qui demande de la maîtrise, qui demande aussi de l'effort de la part du thérapeute. Et donc, c'est pour ça, je pense que beaucoup de thérapeutes, soit par flemme, soit par incompétence, vont plutôt de ce côté-là de l'échelle et qui produisent que des expériences basses en intensité, qui vont demander énormément de répétitions. Et après, ça fait des thérapies qui vont durer plusieurs années, plusieurs mois minimum. Et ici, il y a certaines approches qui vont plutôt aller de ce côté-là, qui vont plutôt chercher à créer des expériences intenses. Ça va être le cas, par exemple, des approches centrées sur les émotions. L'idée, c'est d'essayer de réussir à créer une expérience émotionnelle corrective, c'est-à-dire une expérience qui est intense en émotion. Par contre, de l'autre côté, les autres approches, en général, les approches action-focused et cognition-focused, elles vont plutôt utiliser des techniques qui vont faire vivre des expériences moins intenses chez le client. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de plus de répétitions. Ils vont se baser plus sur des devoirs à faire à la maison, ou alors ils vont spammer l'expérience pour réussir à recabler le système nerveux du client. Et ça, en général, ça prend plus de temps. Et c'est l'une des autres raisons pour laquelle je soutiens que les emotion-focused approaches, les approches centrées sur les émotions, sont bien mieux que les autres approches. Donc maintenant que tu comprends tout ça, ça va te permettre de comprendre pourquoi tu n'as pas réussi à changer ton partenaire ou à changer toi-même par le passé. La première des choses, c'est qu'il y a probablement eu des problèmes avec le quoi. Donc, par exemple, ça on le voit beaucoup chez les hommes, il y a beaucoup d'hommes, ils cherchent absolument à changer les pensées de leur partenaire ou leurs propres pensées. Donc ils font un travail profond sur les pensées, mais on voit que cette approche, elle n'est pas forcément la meilleure. Ou alors ils vont essayer de changer les actions de leur partenaire en pensant que ça va suffire. Ils vont pas forcément se concentrer sur la bonne chose. Ou alors ici, ils vont se concentrer sur des choses qui sont pas très impactantes et qui sont pas très profondes, plutôt sur des choses qui sont en surface. Donc ils vont se concentrer sur des petites techniques qu'ils trouvent sur des forums ou sur YouTube en pensant que ça va faire du changement. Et quand ils vont pas voir le changement, ils vont désespérer. Bah, c'est normal que le changement ne vient pas parce que c'est pas très impactant et c'est pas très structurel. Donc c'est forcément difficile pour peu de changements. Tandis que quand c'est structurel et impactant, c'est pas forcément beaucoup plus facile, ça demande quand même du travail. Par contre, c'est un effort qui paye parce qu'à la fin, c'est très impactant. Et ici aussi, sur le comment, et bah, très souvent, les gens, ils se plantent. Très souvent, les gens, ils vont plutôt faire vivre une expérience traumatique à leur partenaire, par la critique, par l'évitement, la colère ou autre, en pensant que ça va soigner la personne. Ça va pas la soigner, la personne. Ça va pas supprimer ces choses maladaptives et automatiques chez lui. Ça va juste produire plus de choses maladaptives et automatiques chez lui. Donc ça va empirer les choses. Et même quand ils essayent de discuter calmement, donc même quand ils essayent d'utiliser des approches qui sont plus saines, souvent c'est des approches qui sont, ou c'est des tentatives qui sont basses en intensité. C'est pas des expériences qui sont très intenses. Parfois ça va être sermonner son partenaire ou essayer de lui expliquer gentiment qu'est-ce qui va pas chez lui. Et donc ça, forcément le partenaire, bah lui, c'est pas très agréable comme expérience. Potentiellement il est ennuyé par même l'expérience. Et donc ça, pour que ça marche, ça demande des répétitions. Et quand je dis répétition, ça demande pas 1, 2, 3, 4, 5 répétitions. Ça demande des vingtaines de répétitions, peut-être même des centaines, voire même des milliers de répétitions pour que le système nerveux de ton partenaire il soit recablé. Si maintenant je donne des exemples concrets, une femme qui vient me voir et qui se plaint du fait que son mari n'est pas motivé dans sa relation de couple, donc bah déjà elle va penser que c'est un problème d'engagement, mais moi je vais te dire encore une fois, c'est pas un problème d'engagement. Son mari Samir, lui, il veut une bonne vie heureuse comme tout le monde. Et son mari Samir, pour avoir une bonne vie heureuse, il faut une bonne relation amoureuse. Donc Samir, tu lui dis est-ce que tu aimerais bien avoir une bonne relation amoureuse? 100% du temps, il dit oui, j'aimerais bien avoir une bonne relation amoureuse. Donc il n'est pas engagé, il aimerait bien avoir sa relation amoureuse lui. Mais il a des motivations qui sont maladaptives. Il n'arrive pas à produire la bonne motivation pour pouvoir faire le travail. Et donc là, ici, bah, très souvent, les femmes, elles essayent quoi? Ici, elles vont essayer soit des choses qui sont traumatiques, soit elles vont essayer, encore une fois, de sermonner la personne, de lui expliquer qu'il faut qu'il soit plus motivé, que c'est important, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont faibles en intensité, en termes d'expérience. C'est même plutôt des choses qui ennuient le partenaire. Donc, pour que ça marche, il faut répéter plein de fois, des centaines et des milliers de fois. Et forcément, les gens, ils abandonnent avant. Et quand ils abandonnent, ils font des trucs qui sont traumatiques et ils empirent les choses. Et au passage, vous avez raison d'abandonner parce que
c'est pas forcément un bon plan d'essayer de répéter une expérience des milliers de fois comme ça. Et une solution beaucoup plus simple, c'est d'essayer de trouver une technique qui produit une expérience plus intense chez le partenaire pour que le changement il soit plus rapide. Si on prend d'autres problèmes classiques, donc des fois il y a des personnes qui vont dire non, mon partenaire, je sais qu'il est motivé, mais c'est comme ça, il a des actions qu'il n'arrive pas à changer, il a des pensées ou elle a des pensées qu'elle n'arrive pas à changer, elle est trop émotionnelle, ce genre de truc. Donc là, on est dans des actions, conditions, des émotions qui sont mal adaptives. Et donc là, bien sûr, eux, ils vont blâmer plein de trucs, ils vont dire c'est à cause de son histoire, c'est à cause de ses parents, c'est à cause de sa personnalité ou autre. Et des fois, ils vont désespérer parce qu'ils n'arrivent pas à faire le changement. Mais la réalité, c'est que non, c'est pas le cas. La réalité, c'est que souvent, ces tentatives, elles ont échoué, encore une fois, parce que c'est pas la bonne approche qui a été utilisée. Parce que ici, ils ont essayé de corriger ça, peut-être en sermonnant le partenaire ou en discutant euh, poliment, mais souvent, c'est des expériences qui sont basses en intensité, donc qui demandent beaucoup de répétitions. Et forcément, les gens, ils s'abandonnent au bout de la deuxième, troisième répétition. Et donc, c'est pour ça que ça marche pas. Voilà, ce qui explique pourquoi ça marche pas. Et donc, nous, par exemple, bah, en vrai, en suivant les principes que je vous donne ici à l'écran, on arrive souvent à faire les changements en moins de 30 jours et à corriger les problèmes en moins de 30 jours, juste en produisant des expériences qui sont intensives pour la personne, qui sont intenses, qui sont saines et en pointant les bonnes choses à changer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Laissez un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous pensez de la vidéo, qu'est-ce que vous pensez du contenu, quelles sont vos questions. Ça m'aide à vous aider, ça m'aide à répondre aux questions que vous vous posez pour pouvoir vous donner les réponses et vous aider à changer votre vie. Donc aidez-moi à vous aider. Euh, Aussi, si vous avez apprécié la vidéo, s'il vous plaît, partagez-la à ceux qui pourraient en avoir besoin. Je fais pas ça pour faire grossir la chaîne, je fais ça pour que ce contenu touche ceux qui peuvent être aidés. Donc partagez-le à qui que ce soit qui pourrait en avoir besoin. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Assalamu alaikum.